Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Béraud, qui est un agriculteur, un producteur de lait. Donc Sébastien, je vais te proposer de te laisser présenter à tous. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Sébastien Béraud, j'ai 50 ans, marié, 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon il est installé depuis le 1er janvier avec moi. Donc on est en GAEC à 3 associés. On exploite aux alentours de 200 hectares, on a une centaine de laitières et on fait de l'engraissement aussi d'Aubrac à partir de nos cultures. Donc je suis un agriculteur qui n'est pas syndiqué, je suis indépendant et je revendique très fort. J'essaye de combattre ce système pourri depuis tout petit. Et puis voilà. Oui, bah, tu fais ça depuis un bon bout de temps puisque tu as été déjà gilet jaune dans un premier temps. Oui, mais bien avant les Gilets jaunes d'ailleurs, à l'âge de 16 ans déjà, j'ai monté le centre cantonal des jeunes agriculteurs dans mon canton. Au départ, on faisait des concours de labour, des jugements de détail, c'était pour rassembler un peu les agriculteurs, les jeunes. À l'époque, on était nombreux, il y a 35 ans de ça. C'était très convivial. Puis après, je me suis vite rendu compte que c'était le syndicat, la FNSEA, c'était l'antichambre. Donc après, j'ai laissé tomber. Après, en 2007-2008, avec des copains, j'ai créé le mouvement de la grève du lait, l'appli, et ça n'a pas trop mal marché. Sur notre exploitation, on avait jeté une trentaine de milliers de litres de lait. On avait mis à mal la FNSEA, mais au final, on a dû arrêter parce qu'on allait faire capoter nos exploitations, parce qu'ils étaient arrivés à faire des yaourts sans lait avec de l'huile de palme au niveau de l'agroalimentaire, donc on a tout arrêté. Après, en 2013, j'ai monté une liste aux élections Chambre d'agriculture en tant que non syndiqué sur la liste coordination rurale. Et je l'ai refait en 2019. Entre-temps, j'ai monté une liste d'opposition dans ma commune où je suis maintenant élu conseiller municipal. J'ai été gilet jaune, bien entendu, la première heure. J'étais sur la liste Francis Lalanne en 2019 pour les européennes. Voilà, je suis toujours dans le combat. J'ai fait toutes les manifs anti-vax aussi. Je me suis bougé tant que j'ai pu. Sur ma commune, j'ai combattu 4 incinérateurs à ordures, incinérateurs à plastique. Ça m'a toujours tenu à cœur de me battre avec mon association. Voilà, et puis maintenant, j'avais fait une pause de 2 ans pour installer mon fils pour pas qu'il soit mal apprécié, mal vu dans les instances. Et maintenant, je suis reparti au combat. Voilà. Oui, bah, d'ailleurs, tu as fait parler de toi sur TikTok et tu as été invité d'ailleurs par des médias, des gros médias, je veux dire, sur YouTube. D'ailleurs, si tu pouvais nous rappeler ton discours que tu as pu tenir sur ton TikTok, sur ce qui se passe dans le monde agricole actuellement. Ben en fait, comme je viens de le dire, j'ai pas été sur les réseaux depuis 2 ans. Avant, j'étais habitué à faire des lives ou à faire des vidéos sur Facebook. Et puis, j'ai dû m'arrêter parce que j'ai eu des gros soucis sur mon exploitation. Un jour, un bâtiment en feu à 4 heures du matin. Et quand il y a un feu de bâtiment la nuit, c'est volontaire. Hein. C'est ce qu'on m'a dit, les assurances, tout. Après, pendant 3 ans, j'ai toujours des antibiotiques dans le lait à répétition. Donc, j'ai plus la tête à faire des vidéos. Et j'ai jamais bien su d'où ça venait. Et voilà, je me suis fait aider par le SAMU social, qu'on va sûrement parler plus tard, mais ils m'ont rien fait. Et il a fallu que je me défende moi-même. Je suis arrivé à envoyer une lettre au ministre de l'Agriculture qui a pris les choses en main. Et après, j'ai été convoqué par le préfet. Le préfet m'a dit qu'il fallait que j'arrête un peu Facebook et tout ça. Pendant 2 ans, c'est ce que j'ai fait. Et donc, le 2 janvier, parce que mon fils il s'est installé le 1er janvier, le 2 janvier, je suis parti sur TikTok, parce que sur Facebook, j'étais souvent bloqué, et je ne pouvais pas dire certaines vérités, donc je suis parti sur TikTok, j'ai fait une vidéo, j'étais en train de passer les pareuses le 2 janvier, j'appelle mon fournisseur de gasoil, et il me dit, tu aurais mieux fait de le commander il y a 2 jours, en 2023, que début 2024. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, ça vient de prendre 6 centimes d'augmentation, parce que ils veulent mettre le prix du GNR au prix du gasoil du blanc qu'on mettait dans les voitures. Je dis, ah bon, mais c'est fou ça. Or, j'étais en colère monstre. J'ai fait un TikTok, j'ai dénoncé ça, je me suis pris à Macron.
Je lui ai dit qu'il en avait ras le cul. Je lui ai dit qu'à force de faire, eh ben, les 75% d'agriculteurs qu'on n'est pas syndiqués, eh ben, qu'on allait se mettre en colère et qu'il avait des soucis à se faire. Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Mon TikTok, il a fait plus de 80 000 vues. Et il a surtout été repris sur X, où il a fait des centaines de milliers de vues, sur Telegram et compagnie. Et puis, il y a 2 YouTubeurs aussi qui s'en sont mêlés, qui ont fait des montages avec ma vidéo. Et là aussi, ça a vraiment buzzé. Et puis, donc, j'ai continué de faire des vidéos, comme j'étais habitué à faire il y a 2 ans. Et bien, ça marche pas trop mal, mais en fait, ça change pas grand-chose au résultat. Mais j'espère pouvoir faire changer et essayer de lancer un mouvement des indépendants. Je pense que la seule solution, c'est être indépendant politiquement et syndicalement pour arriver à faire changer les choses, comme j'avais pu le faire en 2008 avec la grève du lait nationale et comme on l'avait fait avec les Gilets jaunes. Comme ça, au moins, on n'a pas d'opposition contrôlée, on est indépendant et ils ne savent pas trop d'où ça vient et on a une chance de réussir et de rassembler beaucoup de personnes. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous rappelles qui est la FNSEA, parce que peut-être qu'il y a des gens qui regarderont qui ne connaissent pas le milieu agricole, qui ils sont, à partir de quel moment ça a été créé, car bon, moi je le sais, c'est des grands magouilleurs, hein, comme tous les syndicats, j'ai envie de te dire, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Donc j'aimerais que tu le rappelles aux gens. Ça. Donc la FNSEA a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait reconstruire la France et qu'il fallait alimenter les Français, puisque pendant 4-5 ans, eh bien, ça avait été la terreur sur Terre en France, et tout avait été chamboulé. Donc il fallait reconstruire, il fallait, pendant quelques années, ben, les hommes ils étaient à la guerre, et les femmes elles ont essayé de tenir à bout de bras les exploitations, mais vu que tout était chamboulé, il y avait plus grand chose pour manger. Donc la FNSEA est venue, elle est arrivée. Au début, ils étaient pas trop mauvais boulot. Ils étaient tout seuls, mais voilà, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas la mondialisation, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était à peu près du bon sens paysan, on dira. Puis au fil du temps, on s'est bien rendu compte que la FNSEA, déjà, c'était plutôt un syndicat de céréaliers et qu'ils étaient mieux là pour défendre les céréaliers que défendre l'élevage comme dans nos zones de montagne. Donc, j'ai trouvé un peu ça bizarre. On faisait des manifestations, mais on n'était jamais bien soutenus. On allait toujours taper sur les grandes surfaces alors qu'on laissait toujours tranquille les, les coopératives, les industriels privés. Ça m'a toujours mis un doute. Et puis, arrivé les accords de Maastricht en 1990, alors là, on a bien vu que la PAC ne nous soutenait pas du tout et que tout était fait pour les céréaliers. Et puis après, donc, avec cette PAC, eh ben, cette Europe, il y a eu les accords de libre-échange à tour de bras. Donc, à chaque fois, nous, les paysans, on était la pute des différents gouvernements. On servait de monnaie d'échange, de troc. Et donc, au fil du temps, on a cherché, on s'est rendu compte que ceux qui signaient les accords de libre-échange, c'était la FNSEA, au travers du COPA-COGECA, qui est un syndicat européen qui rassemble toutes les FNSEA des différents pays européens. Donc, pour moi, c'est des vendus. C'est pour ça que je ne suis pas chez eux. Et on voit bien, là, ils font des manifs, mais c'est des manifs, c'est de l'opposition contrôlée. D'ailleurs, ils ont demandé à voter Macron. Et c'est tout décidé d'avance quand ils font des manifs. Et ils vont jamais faire des manifs quand tout le monde sort. Ils veulent jamais se mettre avec les autres de peur que ça fasse effet boule de neige et que ça monte en puissance. Là, on le voit à Toulouse en ce moment, il y a des manifestations de la FNSEA et je connais pas mal de gens qui sont non syndiqués ou des gilets jaunes qui y sont allés. On leur a demandé leur carte d'adhésion et vu qu'ils n'étaient pas syndiqués et que c'était pas agriculteurs, on leur a dit de repousser chemin, des fois de peur que le peuple se mette avec eux, mais vu que c'est l'opposition contrôlée, ils veulent pas. Donc ils ont ordre de manifester, de bloquer. D'ailleurs, ils sont tranquilles, ils bloquent, il n'y a pas la gendarme, il n'y a pas les tanks. Ce serait les gilets jaunes, je sais pas qui, on serait déjà été virés. Mais eux, ils ont ordre de faire ça pour amuser un peu la galerie, et puis lundi matin, ils repartiront chez eux. Du moins tous les syndicalistes. Après, je ne sais pas si la base, si c'est un minimum d'intelligence, ils vont peut-être continuer de rester et qu'ils vont essayer de rameuter le peuple avec eux. Ce serait le but du jeu, de se désolidariser de la FNSEA, qui, comme je viens de vous le dire, comme tous les syndicats, c'est des syndicats qui sont payés par le gouvernement, donc c'est de l'opposition contrôlée. Et qui dit opposition contrôlée, eh ben, n'est pas là pour défendre le peuple. Ils sont mieux là pour défendre l'agroalimentaire, les coopératives, puisque le problème de la FNSEA, pourtant ça ne devrait pas être un problème, ça devrait être un atout. Parce que nous, en France, on a la chance d'avoir un ministère de l'agriculture pour nous, des banques, des coopératives, une SAFER qui gère les terrains. On a tout à nous, sauf que tout ce qu'on a,
tout ce qui gravite autour de l'agriculture, c'est géré en cogestion par la FNSEA. Donc, c'est les mêmes qui, soi-disant, doivent nous défendre, mais en même temps, ils sont à la tête des multinationales qui cherchent à faire du bénéfice pour être bien cotés en bourse, et ça peut pas marcher. Donc, au final, pour moi, c'est des traites, c'est des collabos. Donc, on en est au même point qu'en 1940. On est sous régime de Vichy, une dictature, là, et on a les collabos au gouvernement et les collabos dans les syndicats. Donc, à nous, le peuple de résistants, a essayé de renverser la table et de reprendre les rênes. Voilà. Mais tu vois, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis là, quand ils ont demandé les cartes syndicales aux gens. Ça me fait penser quand il y avait eu la grève où tout le monde était monté à Paris en 2015. Je sais pas si tu te rappelles que à l'époque c'était Xavier Belin qui était le président de la FNSEA et que les éleveurs qui étaient montés avaient demandé à rencontrer François Hollande à l'époque pour le rencontrer, pour lui parler de leurs problématiques. Et Xavier Belin, par une belle magouille, comme ils ont l'habitude de faire, leur avait dit non, il n'y aura pas de rencontre avec François Hollande, et que ça avait d'ailleurs causé la colère de syndiqués, de membres des JA et de la FNSEA, qui n'étaient pas contents ce jour-là. Ça s'était même battu au milieu, je me souviens. Et il y en avait même au milieu qui étaient montés, qui n'étaient pas syndiqués à la FNSEA, et qui avaient demandé à prendre parole, quoi, pouvoir parler aux autres agriculteurs. Et ça leur avait été refusé parce qu'ils n'avaient pas la carte syndicale. Donc, tu vois, ils ont l'habitude de faire comme ça. Hein, c'est pas étonnant. Ah, mais je me rappelle qu'il y en a qui étaient allés en tracteur. Ils avaient été passés une semaine pour monter, une semaine pour descendre, pour rien. Parce que tout avait été décidé à l'avance et en fait, c'était tout négocié déjà à l'avance et ils avaient vraiment l'impression d'avoir perdu leur temps et perdu de l'argent. Voilà. Oui, mais nous, on va le dire aux gens, mais toi et moi, on a été à la manifestation à Aurillac. C'était avec les marchands de bestiaux, suite à la mesure qui avait été mise en place, comme quoi tu n'avais plus le droit de vendre des bêtes à qui tu voulais, tu vois. Il fallait signer un contrat obligatoirement, tu sais, pour continuer à emprisonner encore le producteur. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que ce jour-là, on avait eu droit au CRS, à la gendarmerie mobile, à la totale, hein, parce que comme tu l'as dit, là, il y avait personne pour ces manifestations-là là, qui est à Toulouse, et nous, on a eu le droit à tout le monde. Hein. Oui, parce que la loi était portée par le gouvernement, par Macron et Galim. Elle était soutenue par la FNSEA. Toujours pareil. Contre l'avis des agriculteurs, contre les éleveurs et les marchands surtout. Et en fait, c'était notre propre profession qui voulait nous serrer le kiki et nous faire avaler des choses inacceptables. Donc, elle n'a pas servi à rien cette manif, puisque ça n'a jamais été bien mis en place, leur truc. Hein. Non, parce que j'ai l'impression que la plupart des éleveurs n'ont pas compris le fonctionnement de la loi Egalim. Donc, je pense que c'est surtout ça aussi qui a fait que ça n'a pas marché, leur truc. Mais après, si tu veux, j'aimerais qu'on revienne sur le début de la déconstruction du milieu agricole en France, qui est, on va le dire, c'est au début de la Première Guerre mondiale. Hein, ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, avec tous les paysans qui sont allés se faire tuer, qui composaient 80% de l'armée française à cette époque-là. Et le but final, on le sait tous, on le sait tous, certains ne le savent peut-être pas, mais c'est de nous faire bouffer de la viande et du lait à base de cellules souches. Donc j'aimerais que tu nous en parles de ça. Ils veulent tuer l'élevage justement pour qu'on bouffe leur merde. Là. Donc, ça, c'est mon combat, c'est le combat de ma vie, moi, de défendre l'agriculture paysanne. En fait, ça fait longtemps que j'ai compris que nous, paysans français et européens, ils ne voulaient plus qu'on soit là pour produire de l'alimentaire à destiner pour nous nourrir, mais ils veulent qu'on fabrique l'énergie verte de demain, l'électricité, le biogaz, à travers la méthanisation, à travers les biocarburants. Ça, c'est un scandale. D'ailleurs, ça a dérangé jamais personne qu'on ait perdu la valeur d'une région depuis la Seconde Guerre mondiale en bonne terre. Il y a à peu près un département qui disparaît tous les 10 ans, ça dérange personne. Donc, un peu plus ou un peu moins, ça dérange personne. Et c'est pour ça qu'ils ont mis les accords de libre-échange, parce que nous, souvent en Europe, on a des coûts de production qui sont bien supérieurs, donc on produit trop cher. Malgré tout qu'on ait divisé le nombre de paysans ces 40 dernières années par 2, on est encore trop nombreux à leurs yeux.
Donc, ce qu'ils ont décidé, parce qu'ils trouvent que la hyène, Van der Leyen, là-haut, là, cette folle là, qui est à la tête de l'Europe, elle a décidé de réduire l'élevage à outrance, parce que soi-disant que nos vaches, elles polluent à hauteur de 20% des effets de serre, en pétant et en rôtant, elles émettraient trop de CH4. Donc, ça, c'est l'excuse. Parce que le but du jeu, c'est de mettre en place leur nouvelle alimentation, l'alimentation de demain, qui va être des insectes, qui va être de la viande cellulaire à partir de cellules souches avec intelligence artificielle. Ils vont faire multiplier tout ça et le lait végétal et compagnie. Donc, ils n'auront pas bien besoin d'agriculteurs. Nous, les agriculteurs, on sera là pour fabriquer un peu d'énergie verte. On fera des parcs à bisons, des parcs à sangliers. Mais encore, ils ne sont pas arrivés. C'est pour ça qu'on a besoin de se révolter en 2024. On est une année où il y a des élections européennes. Il faut que tous les pays d'Europe, là, comme c'est parti, il faut pas qu'on laisse faire ça. Parce que moi, j'ai l'impression, je suis un peu complotiste, mais je pars du principe que quand on est complotiste, c'est qu'on a raison dans les autres. Ce qu'ils sont pas forcément arrivés à faire avec le vaccin, à mettre l'ARN messager chez tout le monde, ils veulent le faire avec l'alimentation de demain, parce que ça sera très facile dans les laboratoires de faire ce qu'ils voudront, parce qu'on pourra pas vérifier ce qu'ils font. Et vu que ça sera des multinationales qui seront bien cotées en bourse, même les DSV et compagnie, elles auront pas lieu d'y regarder. Et ça sera l'omerta la plus profonde. Et tout ça avec la bénédiction de la FNSEA, parce qu'il faut savoir que la FNSEA met des billes dans ces laboratoires. C'est le laboratoire Bill Gates qui finance L214 pour tourner le cerveau des gens qu'il faut manger de la salade. Moi, j'ai rien contre, hein. Ceux qui veulent manger de la viande, ils ne la mangent pas. Mais on voit bien que là derrière, il y a un lobby international où il faut réduire la population mondiale et qui vont se servir, bien évidemment, de l'alimentation au détriment des paysans. Ils en veulent plus, ils s'en foutent. Donc, moi, je pense qu'on est à l'aube d'une révolte comme on a eu tout le temps par le passé, des révoltes qui partent du monde paysan et du monde rural. Et pour changer notre destin, on n'a pas d'autre solution que de se révolter. Notre avenir nous appartient, il est entre nos mains, et on doit absolument renverser ces dictatures, parce que c'est des dictatures. On a affaire à des nazis, ni plus ni moins. Et c'est au peuple de reprendre son destin. Il faut arrêter d'avoir ce confort, de rester dans son canapé, à pianoter du matin au soir, à vouloir faire la révolution du canapé. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir sortir massivement et tenir le coup. Moi, je vois pas de solution. Il faut faire comme ils font en Allemagne. On n'est pas obligé de tout casser. Il faut faire l'occupation. Il faut permettre au système de vider les grandes surfaces. Il faut que les gens ils aient rien plus à manger pour qu'ils se réveillent, pour faire plier le gouvernement. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Il faut bloquer Rungis. Voilà, je pense qu'il faut même arriver à ce qu'il n'y ait pas les Jeux olympiques cet été. On n'a pas besoin de ça parce que ça nous coûte un pognon de monstre. Et quand on fait des jeux, c'est qu'on est content. Là, pour le moment, personne n'est content en France. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait des jeux. Mais arrêtez les conneries. Ça, c'est comme le salon de l'agriculture. D'habitude, on va se pavaner, on va présenter nos plus belles bêtes, nos plus beaux produits du terroir. Mais on n'en vit plus de tout ça. Donc, le salon de l'agriculture aussi n'a plus lieu d'être. Pour faire pavaner les politiques, on va parler d'agriculture pendant une semaine, les résultats, on s'en fout. Donc, il n'a pas lieu d'être. C'est le salon de la FNSEA, c'est le salon de l'agroalimentaire, c'est le salon de nos bourreaux, c'est le salon du pognon. Et nous, on en est bien loin de tout ça. Donc, moi, je demande ce qu'il soit boycotté, ni plus ni moins. Bien sûr, et je pense qu'il y a des gens qui t'entendront et qui t'entendent déjà là-dessus, parce que tu as déjà appelé à boycotter le salon. Et maintenant, j'aimerais que tu nous donnes ton idée pour que les agriculteurs puissent vivre de leur production. Quel système il faut mettre en place? Mais là, il y a du boulot. Hein. Pour moi, il faut sortir de l'Europe. Il faut sortir de l'agriculture de l'OMC. Il faut interdire les accords de libre-échange. Si on continue, il faut mettre des grosses taxes de façon à ce que un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, des lentilles qui viennent du Canada, Roundup pour les faire mûrir, de la viande aux hormones d'Amérique, du soja OGM du Brésil, tout ça qui rentre là par cargo, 50% de l'alimentation consommée, elle vient de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut absolument que ça cesse tout ça. Il faut y mettre vraiment des grosses taxes et comme ça on sauvera l'agriculture française parce que déjà on arrêtera de la gabegie des énergies vertes, tout ça, et on produira
et on produira comme on a toujours su le faire, et on sera heureux de produire parce qu'on sera sûr de vendre, parce qu'on n'aura pas toute cette merde qui rentrera, et le peuple sera content de manger la bonne alimentation. Donc ça, c'est l'un des piliers. Mais pour y arriver aussi, il faut arrêter que notre agriculture, elle soit cotée en bourse, du moins pas notre agriculture, ceux qui s'en servent de nos produits. L'agroalimentaire, les grosses multinationales, ils jouent à la bourse avec nos produits. Et alors qu'ils savent même pas ce que c'est un kilo de blé ou rien, ils jouent à la bourse. Donc, pour moi, il faudrait l'interdire, ça. Il faudrait pas que ce soit coté en bourse. Après, il y en aurait tant des choses, mais à mon avis, il faut faire péter le système. Hein. C'est pas avec des petites mesurettes à 3 francs 6 sous qu'on va y arriver. Il faut remettre à plat, il faut remettre l'église au milieu du village, il faut remettre l'agriculture au cœur de la société de consommation. Il faut une consommation 100%, il faut être bleu, blanc, rouge dans le sang, il faut que consommer français. Et, mais je sais pas hein, comment on pourrait y arriver. Il faut vraiment changer de système. Pour moi, l'Europe elle est en train de nous détruire. Elle détruit nous, elle détruit les Allemands, elle détruit la Pologne, elle détruit tous les peuples. Parce que la mondialisation, c'est un cercle vicieux. Et le souci, c'est qu'un jour où il y aura une guerre, où il y aura un virus comme il faut, où il y aura je sais pas quoi, mais vous allez rien manger, pouvoir manger, parce qu'en France, on ne produira rien plus. Voilà, si tous les agriculteurs se mettent à faire de la méthanisation, c'est cuit. Les biocarburants, ils disent de mettre 20% dans les moteurs de biocarburants, mais tous les champs qui vont produire du colza ou du diester, là, ils produiront plus de l'herbe pour nos vaches ou des céréales. Ça va aller à une vitesse grand V. Donc, moi, je me fais du souci pour l'alimentation de demain et je pense que les consommateurs devraient s'en faire. Et c'est ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est comment on va se nourrir demain avec des bons produits. Donc, il faut se battre tout de suite parce que ça va très, très vite dans les campagnes. On est de moins en moins nombreux et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent les vaches, qui font des céréales pour faire des biocarburants, tout ça. Moi, ça me fait peur, hein, cette histoire. Oui, bien sûr. Bah, l'Union européenne, c'est tout simplement l'Empire romain du XXIe siècle. Hein. C'est ce qu'il faut le dire. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc, ouais. Et sinon, j'aimerais aussi que les gens le savent peut-être pas aussi, le nombre d'agriculteurs qui se suicident, c'est la première profession en France où il y a le plus de suicides, d'ailleurs, le mal-être, hein, qui est des fois pas forcément financier, mais qui est aussi au niveau social. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a une émission depuis 20 ans qui existe bientôt, qui est L'amour est dans le pré. Déjà, il y a un problème de célibat dans notre profession parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent supporter leur mari à travailler 80 et 100 heures par semaine et sans les voir, sans le voir, et élever des enfants et que leurs enfants vont jamais voir leur père. Donc, il y a déjà un problème de célibat. Et après, il y a un problème de solitude. Il y a un problème tout de suite, tous ces problèmes, ils s'engrainent. Après, le peu d'agriculteurs qui se marient, bien souvent, ils divorcent parce que leur femme ne peut plus le supporter, qui sont jamais là. Et bien entendu, eh ben, quand l'agriculteur il a des problèmes de solitude, qu'il se retrouve tout seul face à son assiette, face à ses factures, eh ben, il passe à l'acte final, c'est d'oublier ses soucis, donc il se suicide. Il se suicide pas d'un coup de fusil ou sur un coup de tête, il se suicide par pendaison, la grande majorité du temps. Il va prendre la corde, il va l'attacher, voilà, c'est tout méthodique. Et ça, malheureusement, il y en a 2 par jour depuis 30 ans. Et ça, c'est un fléau qui est indéniable. Il faut le reconnaître. Moi, c'est quelque chose que je parle souvent. Et c'est là où j'en veux à nos syndicats et à nos politiques. C'est que nous, agriculteurs, on est des soldats de l'agroalimentaire. Et quand on meurt en tant que soldat, on devrait avoir une commémoration, comme nos soldats qui sont morts à la guerre de 14 ou à la guerre de 39, on fait des commémorations. Et bien là, jamais, jamais vous entendrez une minute de silence ou une gerbe. Moi, ce que j'aimerais, c'est concernant l'agriculture, c'est pour ça que je demandais à ce qu'il soit boycotté, parce qu'on ne fait jamais ça. Mais j'aurais aimé que pendant tout le temps, depuis qu'il existe, qu'on ait une minute de silence, ou qu'on ait au moment où il coupe le ruban pour l'inauguration du salon, qu'on ait une minute de silence ou qu'on ait une gerbe de fleurs pour toutes ces veuves d'agriculteurs, tous ces enfants orphelins qui ont perdu leur père sur le champ de bataille de l'agroalimentaire. Parce que il faut trouver le responsable, c'est l'agroalimentaire et c'est la FNSEA. Ça a toujours été eux en place. Donc on ne peut pas dire que ce soit la CONF ou la CR, ils ne sont pas aux manettes. Donc c'est la FNSEA qui est responsable en partie
des problèmes agricoles. Parce que bien souvent, les suicides, c'est par manque de revenus. L'agriculteur, il peut pas prendre un ouvrier au service d'emplacement, donc il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il voit plus sa femme ne le voit plus, ses enfants ne le voient plus. Socialement, il est complètement déconnecté. Et au bout du bout, et ben, ça finit mal l'affaire. Et que si on était comme toutes les sociétés, comme toutes les corporations, qu'on arrivait à se dégager un peu plus de revenus, eh ben, on pourrait se faire remplacer, on pourrait prendre du temps, on pourrait partir en vacances, être comme tout le monde. Et c'est pas le cas. En 2024, eh ben, ça fait peur. Ça fait peur parce que socialement, on est complètement déconnecté de la réalité. Bien sûr. Et j'aimerais que tu répondes aussi aux gens qui disent agriculteurs pollueurs. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en termes écologiques sur l'agriculture française? Moi, je pense que, certes, il s'est fait tout et n'importe quoi pendant des années quand il fallait reconstruire la France, quand ils sont arrivés, les produits chimiques. Il y a eu des abus, les chambres d'agriculture, elles ont fait faire tout et n'importe quoi. Mais depuis une dizaine d'années, c'est vrai que les nouvelles générations, elles ont changé le fusil d'épaule, elles font très attention, elles ont été éduquées et à l'école, on leur a appris à travailler différemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on fait partie des bons élèves quand même, parce qu'en France, on a une molécule comme l'atrazine, ça fait 20 ans qu'on s'en sert plus, alors qu'on a une usine en France qui fabrique de l'atrazine. L'atrazine, c'est la molécule pour le maïs. Ça fait 20 ans que c'est interdit, il y a des pays européens qui l'utilisent encore. Les hormones de croissance, ça fait 20 ans qu'on n'en utilise plus. Et tout ça, quand on consomme des produits importés, toutes ces molécules qui sont interdites en France, eux, ils les ont. Donc, ils ont des coûts de production bien moins élevés, ils n'ont pas de normes environnementales. Donc, moi, je suis pas forcément pour ou contre l'utilisation du Roundup, je suis pour que ce soit interdit ou que ce soit valable pour tout le monde. Donc, si on veut, puisqu'il y a un problème avec le Roundup, se disant qu'on l'interdise en France, mais qu'on l'interdise dans toute l'Europe et dans le monde entier. Il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, sinon c'est de la concurrence déloyale. Et c'est pareil avec les OGM. On ne veut pas d'OGM en France, alors qu'on fait rentrer tous les jours des millions de tonnes de soja OGM du Brésil. Eh bien, c'est complètement utopique, ça. Il faut que ce soit pour tout le monde pareil. Il faut arrêter de cette concurrence déloyale. Donc, moi, je pense qu'on a une agriculture, moi, surtout nous, en zone d'élevage, on a beaucoup d'herbes, on a un bilan carbone qui n'est pas si mauvais que ça, puisque grâce à nos prairies, eh ben, elles captent du CH4, et grâce à nos lisiers et fumiers, eh ben, ça retourne au sol et ça nous permet d'éviter de mettre des engrais minéraux, et c'est un circuit fermé. Et au final, eh ben, nos vaches, elles sont pas si mal que ça. Et malgré qu'on dise qu'elles pètent et qu'elles rotent, sûrement, n'importe qui, même les politiques, ils pètent et ils rotent. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Ça fait depuis je ne sais combien de milliers d'années qu'il y a de l'élevage et même qu'il y a des animaux sur Terre qui pètent et qui rotent. Et c'est pas pour ça que la planète s'est réchauffée ou quoi que ce soit. Hein. La planète, elle n'a pas besoin de nous. Hein. D'ailleurs, en France, on n'a jamais eu aussi peu de vaches qu'actuellement. Hein, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, de l'élevage, il y en avait partout en France. Aujourd'hui, il y a des régions où il n'y a plus de vaches. Ils ont tout mis en céréales. Parce que c'était pas rentable, ça faisait trop de travail. Mais alors, voilà, il reste des zones comme en montagne où dans nos parcelles, on ne peut pas faire des céréales parce que ça penche trop, on n'a pas le bon climat. Quand on peut faire de l'herbe, il n'y a pas le choix d'y mettre des vaches, à moins de mettre des véganes qui viennent ronger l'herbe. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il faut être réaliste. Hein. Ou alors mettre des parcs à bisons ou à sangliers, mais nous, on a des côtes. Si on ne met pas de vaches, si on ne met pas des ovins ou des vaches, l'herbe, elle s'y pourrira. Et on n'a pas fini d'avoir des feux de broussailles. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et puis il y aura aussi la forêt qui va apparaître aussi. Ouais, parce que les agriculteurs, on est les premiers écolos, on est les premiers, on façonne nos paysages, on entretient nos paysages. Vous imaginez le jour où s'il n'y a plus de paysans, eh bien on pourrait en mettre des ponts chaussés à 35 heures à passer des pareuses pour entretenir tout le pays. Ce serait impossible. Donc, pour moi, on est les premiers écolos. Avec des tronçonneuses pour aller abattre quelques arbres. Nous, on travaille avec du vivant, donc on a intérêt à bien nourrir nos animaux pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Nos terres aussi, on n'a pas intérêt à les mastrailler, il faut les respecter, il faut les transmettre de père en fils avec du potentiel. Voilà, donc
Moi, je pense pas qu'on soit forcément des destructeurs d'agriculture, hein, et de la nature, hein. Voilà. Ben, au moins, ça, c'est dit. Et maintenant, j'aimerais ben, qu'on parle d'une personne, parce que personne en parle, mais il mérite d'être mis en avant, qu'on a rencontré à Aurillac, qui est Monsieur Baptiste Servant, qui est un grand monsieur de l'agriculture, qui a fait beaucoup pour les paysans. Et je pense qu'il mérite qu'on parle de lui. D'ailleurs, ben, si tu pouvais le présenter, Baptiste, parce que c'est un personnage, hein. S'il y a des agriculteurs Ouais. qui regardent, logiquement, ils ont tous déjà entendu une fois le nom de Baptiste Servant. C'est un phénomène. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu. C'est un résistant de la première heure. Il a fait plusieurs grèves de la faim. Il a monté, lui tout seul, un syndicat, le syndicat des mécontents du Cantal. Et à l'époque aussi, en 2008, il avait beaucoup œuvré pour la grève du lait national. Voilà, et il a un coup d'avance sur tout le monde. Et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut connaître. Il faut connaître parce que c'est un phénomène. Et il a la tête aussi d'une association où il vient en aide aux agriculteurs qui sont en difficulté. Et à lui tout seul, je pense qu'il en fait mieux que les autres pour s'occuper de ses éleveurs, parce qu'il est déjà dans une zone qui est le Massif central où il y a beaucoup d'élevage et c'est là où il y a le plus de problèmes. Et il gère quasiment 4-5 départements de la région Massif central à lui tout seul. À 76 ans, ça ne lui fait pas peur de prendre sa voiture, de faire 300 km aller-retour dans la même journée. Moi, je dis chapeau bas. Malgré la maladie. Malgré Ouais, la maladie, en plus. surtout qu'il a plusieurs problèmes de maladie. Et ben, Cancer. chapeau, chapeau. Et moi, je dis, des gars comme ça, il faut les mettre en avant. D'ailleurs, il a refusé la médaille du mérite agricole Oui. parce qu'il aurait pu l'avoir il y a bien Ça longtemps. montre le personnage. Ouais, ça montre le personnage, il l'a refusé. Et moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se téléphone beaucoup parce que c'est un vrai résistant. Et il en faudrait beaucoup comme ça en France, mais maintenant, il y en a très, très peu. C'est malheureux, c'est comme ça. Et puis Baptiste, c'est quelqu'un plus efficace qu'un avocat, hein, qui gagne à chaque fois ses procès, pour dire à chaque fois quand il s'occupe d'un cas d'agriculteur en difficulté, ben, à chaque fois il monte un dossier en béton, il arrive à le défendre et à le faire gagner. Donc je pense que le Massif central lui doit beaucoup pour le maintien de l'élevage, parce qu'il a sauvé pas mal de têtes de chefs d'exploitation. D'ailleurs, c'est aussi un précurseur, hein, dans le milieu de l'élevage, puisque c'est lui, en 2008, qui a fait venir des bufflonnes, hein, qui a permis, ben, avec son fils, aujourd'hui c'est son fils qui a l'exploitation, mais qui produit du lait de bufflonne. Donc tout le monde le prenait pour un fou à l'époque. Donc déjà, dans l'élevage, c'est quelqu'un qui est précurseur. Donc voilà, ça montre qui est Baptiste Servant. Et comme tu as dit, il fait mieux que les autres, puisque tu as cité tout à l'heure le SAMU social agricole, qui sont tout simplement des escrocs, hein, on va le dire, hein, parce que monsieur Philippe Grégoire, qui dit défendre les paysans, voilà quoi, je vais te laisser mieux en dire là-dessus, mais Ben, moi, j'ai eu affaire à lui parce qu'il était venu passer 3-4 jours sur mon exploitation, du moins chez moi dans ma maison, et voilà, il est comme chez lui d'ailleurs, un peu trop même des fois, Bast. Il était venu avec sa femme et sa fille, et c'était au moment où j'avais des gros problèmes sur mon exploitation d'antibiotiques, et il disait, je vais te résoudre le problème. Je dis, ben, tant mieux, viens. Il était venu, mais il n'a rien résolu du tout, au contraire. Heureusement que je me suis sorti de la merde tout seul, parce que je pense que si je l'avais écouté, aujourd'hui, je serais plus paysan. Et d'ailleurs, on a pu le voir il n'y a pas longtemps, on a un copain du Finistère, il a eu la tempête, là, la tempête du mois de novembre, Polo, décembre, là, quand il y a eu le gros coup de vent. La tempête lui a emmené le toit de son bâtiment, et vu qu'il cotisait au SAMU social, il a téléphoné à Philippe Grégoire, il lui a dit, j'ai un souci, j'ai plus de toit, tout ça. L'autre, la seule solution qu'il lui a trouvée, il a dit, mais qu'il fallait qu'il arrête le métier et qu'il change de métier. Vous imaginez, à 45 ans, alors qu'il a une exploitation où les résultats ils sont bons, parce qu'il a très peu d'investissement. Il a très peu d'investissement, il a une exploitation qui tourne bien, parce qu'il a un climat là-haut où les vaches peuvent manger de l'herbe 10 mois sur 12, et dans le Finistère, il y a des bonnes terres. Donc, de peau, il a eu ce coup de vent. climat océanique. Et ben, Grégoire, il n'a rien trouvé d'autre que lui dire d'arrêter le métier et de le changer de métier. Alors qu'il ne veut pas l'autre, parce que l'autre, Polo, il est comme nous, c'est un indépendant. Mais ses voisins, ils sont tous en FNSEA, ils souhaitent qu'une chose, c'est qu'il arrête pour lui piquer ses terres. Donc, oui, et puis c'est un passionné, il fait ça par passion, son métier, c'est sa passion. Ouais, il fait pas ça par passion.
Donc, moi, je pense que Samu Social, mis à part Baptiste Servan, les autres, pour moi, c'est des guignols, parce que déjà, ils demandent des cotisations, il n'y a jamais de reçu qui est donné au gars qui prend sa cotisation. Ils disent qu'il y a eu plusieurs incendies qui ont fait brûler les carnets de souche. Ouais. Moi, j'y crois plus à leur truc. Et puis, Baptiste Servan il était précurseur au niveau de cette association et il a bien vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas catholiques, que Philippe Grégoire avait fait des choses pas très catholiques, qu'il avait Avec des son documents. compatriote Michel Bini. Voilà, il y avait des documents qui le prouvaient, tout ça. Il les avait passés à Philippe Grégoire parce qu'ils étaient très, très copains. Ils s'appelaient tous les jours, comme ils disaient avec moi. Et du jour au lendemain, il lui a demandé, il lui a envoyé les documents, il les a jamais reçus. Et il y avait toutes les preuves là. Et vous comprenez bien que Grégoire, quand il avait les documents compromettants, il les a pas rendus. Et c'est dommage parce que c'est une association au départ, c'est plutôt intéressant puisqu'ils sont supposés venir en aide aux paysans qui sont supposés se suicider. Sauf qu'au final, ils font rien du tout. Donc, je pense qu'il n'est pas aux paysans. Ça finit d'en donner l'envie de se pendre. C'est ça qui est malheureux. Se servir de la misère. Baptiste récupère les dossiers du SAMU social. C'est Baptiste qui récupère les dossiers. Donc, ça montre les bonhommes. Hein. Moi, j'ai vu quand j'ai été reçu par le préfet, suite à mon courrier donné au ministre de l'Agriculture, j'étais en pourparlers avec le SAMU social. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'être là le jour où je serais avec le préfet. Sauf que c'était à 4-5 mois des élections présidentielles, c'était en 2022. Et moi, j'avais une date butoir, c'était le 13 décembre. Si j'avais pas trouvé une solution avant le 13 décembre, mon lait n'était plus ramassé, n'était plus collecté. Ma laiterie m'avait dénoncé mon contrat par courrier. Et j'étais quand même dans la merde parce que le lait, il fallait que je jette à la fosse. Donc, je commençais à baliser. Plus le temps arrivait, plus je balisais. Je voyais bien que le SAMU social, il faisait absolument rien. Et puis, surtout, ils n'avaient pas l'appui pour le faire. Ils étaient une association qui n'était pas connue auprès du préfet, auprès du ministère de l'Agriculture. Quand j'en ai parlé, ils ont dit, mais on ne les connaît pas, ces gens-là. Vous ne croyez pas que c'est des arnaqueurs ou... Donc, Michel Bini, co-président, il voulait absolument être là le jour où j'avais ma rencontre avec le préfet. Et le préfet a dit non, moi je veux aucune récupération politique, parce qu'il y avait la FNSEA aussi qui voulait récupérer pour dire me sauver, parce que vu que je les mets à mal, ils voulaient passer pour le grand sauveur pour plus que je les critique, sauf qu'ils n'avaient jamais rien fait. Donc, le préfet a été très intelligent. Il m'a dit je veux vous voir tout seul, M. Béraud. Je veux pas de syndicalistes, je veux pas d'associations qui sont juste là pour ramasser, pour se faire voir et pour ramasser des cotisations. C'est ce qu'il m'a dit le préfet à l'époque. Et je me rappelle quand je l'avais dit à Bini, Bini m'avait dit ouais, mais tu m'appelleras au moins pendant ta conversation. Je voulais absolument parler au préfet. Mais le préfet, moi, il en avait rien à foutre de Bini. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre? Il voulait juste me sauver. C'était déjà bien. Donc, il avait pris le dossier. Il avait contacté le grand directeur à l'époque. Je suis toujours chez Savencia. Et il avait négocié avec le directeur de me laisser une chance pour recollecter mon lait et qu'il fallait absolument que je fasse le nécessaire pour pas qu'il y ait de problème. Mais c'est que j'étais pas à la merci qu'il n'y ait pas des problèmes, puisque chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on n'a jamais su d'où ça venait. On a compris qu'après, c'était des antibiotiques qui étaient mis dans les fronts d'attaque dans le silage et qui polluaient toutes nos vaches, parce que toutes nos vaches, elles avaient des antibiotiques. C'était impossible, puisqu'on ne mettait pas des antibiotiques à toutes les vaches. Quand vous en avez deux ou bien trois... sûr, et puis quand tu sais que tu as une vache qui est sous antibio, tu la traites au pot, ça va pas parler dans le temps. Quoi. On la traite à part. Et là, quand on faisait les tests, toutes les vaches avaient des antibiotiques. C'était pas du boulot. Et puis, ça ne durait pas un jour, ça durait le traitement à peu près une dizaine de jours. Donc, on a passé vraiment des mauvaises années. On a voulu te saccager ton travail, hein. C'est tout simplement. Voilà. Donc, le SAMU social, c'est pas moi qui vais faire la publicité pour eux, puisqu'ils ont été inefficaces, inexistants. Et le pire de tout ça, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, Grégoire était venu avec sa femme et sa fille chez moi. Il était comme chez lui. Et ça s'était très bien passé. Et ça, c'était au mois d'août. Et le lendemain de notre manifestation qui avait eu lieu en février de l'année suivante, à Aurillac, j'ai eu le malheur de dire que j'avais rencontré Baptiste Servan et qu'on avait discuté de la pluie et du beau temps et ça m'avait l'air d'être quelqu'un de bien. Philippe Grégoire, il s'est mis à m'insulter, à dire qu'il fallait pas que je fréquente un personnage comme ça, par jalousie. Et à partir de ce jour, il m'a plus téléphoné. Et il s'est mis à raconter des saloperies sur moi et Baptiste Servan. Voilà qui est Philippe Grégoire. Donc. Et Philippe aussi est parti avec la caisse du MODEF, parce qu'il a été syndiqué au MODEF aussi. Il faut le dire, ça aussi.
Il a essayé de passer en fait de partout. Hein. Il a été administrateur au sein de sa COP. En fait, c'est quelqu'un, il aurait voulu avoir la place des dirigeants de la FNSEA et il essaye encore, mais il n'y arrivera jamais. C'est voilà, c'est ça son objectif. C'est pas d'aider les paysans, c'est son intérêt personnel. Voilà, parce qu'il était à la FNSEA au début. Et au FNSEA, Aussi, il n'était pas bon, donc ils l'ont passé dehors. Après, il a été au MODEF. Au MODEF aussi, il n'était pas bon, ils l'ont passé dehors. Il a été à la CONF. Il les a tous fait. Après, il a été à la CR. Et de la CR, le SAMU social, au départ, c'était une branche de la coordination rurale. Et là aussi, il y a eu des choses pas trop catholiques, des versements d'argent que, voilà. Oui, parce que on l'a pas dit pour le SAMU aussi. Comment? Excuse-moi, je disais pour le SAMU, on l'a pas dit aussi. Mison, un ancien juriste de la CR qui n'est d'autre que Guy Serres. Donc c'est pour ça aussi. Ouais. Enfin, tout ça, c'est bien compliqué parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des crapules dans notre métier, parce que c'est déjà assez dur. Donc, si on peut même pas se faire confiance, moi, je pense que le mal, déjà, il est chez nous, chez les paysans. Si on en avait un peu plus de solidarité, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce que quand vous voyez que vous avez des associations comme ça qui se permettent de faire des vidéos toutes les semaines en disant qu'ils sauvent des paysans et des paysans, alors qu'au final, ils ne sauvent rien du tout. C'est ça qui est triste. C'est se servir de la misère des paysans pour récupérer de l'argent. Imaginez, récupérer des cotisations sociales. On en va où, là? Bien sûr, on a bien fait d'en parler. Et tu voulais dire encore quelque chose sur Baptiste avant que je te coupe? Non. Non, tu avais rien à dire particulier là-dessus? Ok. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, je pense qu'on a à peu près tout abordé, hein, les problématiques, quand on compte le milieu agricole, tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin en particulier à dire? Ben, le mot de la fin, ça serait qu'il faut que le peuple se réveille. Il faut venir en soutien à notre agriculture si vous voulez continuer de consommer demain des produits agricoles. Si vous voulez pas consommer des produits qui seront fabriqués en laboratoire. Et il faut vite vous rapprocher des agriculteurs parce que tôt ou tard, il va manquer de la production d'alimentation. On va aller vers la famine. Donc, rapprochez-vous des agriculteurs, si j'ai un conseil à vous donner. Quittez les villes et il faut absolument arriver à trouver une union sacrée pour sauver notre France. Et je pense que ça en passe par la paysannerie. Et on n'a pas d'autre solution que de monter des grosses manifestations de tous ensemble pour essayer de sauver la patrie France parce qu'elle est vraiment en train de disparaître dans les ténèbres. Voilà. Merci. Sauver la patrie France et notre Europe, hein, sans rentrer dans l'Union européenne, je veux dire, mais sauver aussi notre continent, l'Europe et puis notre pays, la France, parce qu'il y a tout qui est en train de se casser la gueule. Ouais. Ouais. Merci à toi. Ben écoute, merci à toi, Sébastien, d'être venu. Donc voilà, je vais encore une fois remercier tous ceux qui regarderont cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour suivre le reste des invités que je recevrai, et de ceux que j'ai déjà reçus. Donc voilà, encore merci à tous, encore merci à toi Sébastien, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Allez, au revoir.